Bonjour à toutes et à tous. Je suis Cécile Lagarde et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette troisième webconférence qui se déroule dans le cadre de l'Université d'été en santé publique et qui est organisée en partenariat avec la Société française de santé publique, que je remercie pour nous avoir ouvert ce temps d'échange. Alors, avant qu'on démarre, on m'a demandé de donner quelques précisions techniques, mais que vous devez probablement déjà tous connaître, d'essayer de garder vos micros et vos caméras. Alors, vos micros pour le son et puis pour éviter d'avoir des parasites. Et puis, les caméras pour permettre au flux Internet d'être le plus optimal éventuellement. On vous demande également, si vous avez des questions, de pouvoir les poser dans le chat qui se situe au milieu de votre page. Simplement aussi également vous préciser que la T'entends plus, Cécile. Ouais. Votre micro est coupé, oui. Oui, pardon, je ne sais pas pourquoi ça a coupé mon micro. Et donc, cette session sera enregistrée et vous pourrez la retrouver sur le site de l'Université d'été en santé publique. On vous redonnera les informations à la fin. Alors, cette séance est un tout petit peu originale parce qu'elle se déroule sous la forme de plusieurs interventions afin d'explorer en fait la question de l'accompagnement par les pairs dans le champ de la recherche et de la pratique professionnelle, pratique clinique. Et on a fait le choix de ces 6 interventions pour donner à voir toute la diversité, toute la richesse et parfois aussi les limites de cette approche. Ce qu'on a aussi choisi, c'est de faire des interventions relativement courtes afin que vous ayez la possibilité d'échanger avec les différents intervenants. Pour ne pas prendre trop de temps, parce que le principal, c'est effectivement de laisser ce temps aux intervenants, je vais vous présenter rapidement le programme. Et puis, je reprendrai ensuite régulièrement la parole entre chaque intervenant pour vous les présenter succinctement tels qu'ils sont présentés là sur la diapo. Donc, en première intervention, on aura Monsieur Vincent Dumez qui fera une intervention sur la question du mouvement social du partenariat, du patient partenaire, pardon. Il sera suivi de Madame Ève Gardien qui, elle, interrogera des éléments relatifs au savoir expérientiel et aux spécificités de l'accompagnement par un pair. Ensuite, ce sera Anne-Laure Barlet qui fera un essai, je dirais, entre guillemets, de portrait de définition et des types de pairs considérés aujourd'hui en France. On aura une première session de questions et de réponses avec ces 3 premiers intervenants. Et puis ensuite, et on espère qu'elle pourra nous rejoindre parce qu'on est normalement, la 4e intervenante devrait être Marie-Pascale Pommet, mais on a des petits soucis pour la contacter, auquel cas Vincent Dumez a gentiment proposé de prendre le relais, sur des exemples de déploiement de projets d'accompagnement par les pairs qui ont pu être développés au Québec. Ensuite, interviendra Catherine Delorme sur les particularités des relations des pairs et de l'accompagnement par les pairs dans le champ d'addiction. Et cette session sera close par Alexandre Berquez, avec une mise en perspective des différentes visions et des pratiques présentées, et puis des éléments de conclusion et de perspective. Voilà, mais je vous remercie tous de votre présence et puis sans plus tarder, je vais donner la parole à Vincent Dumez. Simplement vous dire rapidement qu'il est co-directeur du Centre d'excellence partenariat patient et j'ai oublié le 3e P, excuse-moi Vincent, ça y est, j'ai un trou évidemment. C'est pas grave, je vais y revenir, t'inquiète pas. À l'Université de Montréal et qui est patient leader au Québec. Voilà, à toi Vincent, merci beaucoup. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis toujours ravi de pouvoir, même virtuellement, faire un saut vers la France. Alors, je vais partager mon…
Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, très bien. Est-ce que là, vous le voyez en plein écran? Non. Oui. Là, Oui, Oui? OK, oui. génial. Là, ça va. Alors, donc, je co-dirige donc le centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public de l'Université de Montréal. C'est rattaché à la faculté de médecine et au centre de recherche de l'hôpital universitaire. Je suis un patient partenaire, un vieux patient expérimenté. Je suis un hémophile sévère. J'ai été contaminé dans les années 80 par le VIH et l'hépatite C. Donc, j'ai été aussi un militant SIDA ici au Québec dans les années 80-90. Donc, les crises sanitaires, ça me rappelle quelques souvenirs. Je suis je suis à la fois dépaysé comme tout le monde en ces temps, mais en même temps, je ne le suis pas. Donc voilà. Donc le mouvement social du patient partenaire, si on peut l'appeler comme ça, en fait, s'inscrit dans un historique. Hein. Il y a eu, on est toujours en train d'un peu de penser que ça a apparu comme ça, puis que tout est arrivé soudainement comme une espèce comme une tendance sympathique du moment, mais en fait, c'est à la fois le produit d'un historique. Je vais rapidement revenir pour vous parler de cet historique, et puis aussi c'est aujourd'hui le constat d'une véritable révolution, d'un véritable changement extrêmement profond qui, d'après nous, se focalise sur un élément bien particulier sur lequel aussi je vais revenir. Alors déjà, au niveau historique, les éléments que je vais vous présenter, je tiens à donner le crédit à mes amis Emmanuel Jouet, Luigi Flora puis Olivier Lasvernas dans leur c'est adapté de leur note de synthèse. Si vous ne l'avez pas encore lu, cette note de synthèse qui a été faite en 2010-2011, Construction et reconnaissance des savoirs expérientiels des patients, je vous invite à la lire. C'est un test constitutif du mouvement. Pour nous, ça a été une pierre angulaire de toute la théorisation qu'on a pu faire ensuite sur le patient partenaire à partir de là. Et à l'intérieur de cette note de synthèse, il y a une explication historique extrêmement intéressante que j'ai beaucoup utilisée dans le passé, puis sur lequel on a beaucoup réfléchi ici à Montréal. Donc, c'est un mouvement historique d'abord parce qu'il prend racine véritablement dans les limites du modèle biomédical. Excusez-moi, il y a un E en trop à biomédical. Et vraiment, on peut le considérer comme un mouvement qui s'inscrit dans la remise en question du modèle biomédical qui s'est beaucoup instauré dans les années 50, 60 et 70, avec en même temps l'avènement de l'État-providence, des centres hospitaliers, des méga centres hospitaliers, d'une surspécialisation de la médecine, effectivement d'un âge d'or du modèle biomédical, mais aussi des progrès scientifiques. Donc, d'une époque finalement où on pensait que la science allait être capable de résoudre tous les problèmes, un double fantasme, j'appelle ça souvent comme ça, à la fois issu d'une science qui prenait beaucoup d'assurance à juste titre, et puis en même temps d'une population qui se disait on rentre dans une ère où on va être capable de guérir de tout, et donc si on est malade, il va falloir qu'on rentre à l'hôpital, puis on va ressortir guéri, puis on va pouvoir reprendre notre vie. Donc, une espèce de double fantasme au cœur d'un modèle biomédical en émergence et dominant qui finalement a commencé à être mis sérieusement en question dans les années 70. Et c'est là où on commence à voir l'émergence notamment des associations de patients, qui, c'est vrai, dans ces années-là, sont plus dans une optique de groupe d'entraide qu'une optique de défense de droits pure, mais qui commence qui se développe à travers l'identification d'un certain nombre de manques du système, notamment sur la prise en charge en matière de services sociaux, en matière d'accompagnement psychosocial. Et donc, comme il y a des lacunes, que le modèle des centres hospitaliers, des méga centres hospitaliers qui se constituent, a de la difficulté à faire face à ces questions-là, alors qu'on est dans une époque où on est dans l'explosion de la consommation de drogue, on réalise les problématiques d'alcoolisme et autres. Donc, effectivement, il y a une organisation qui commence à se faire en parallèle pour répondre à un certain nombre de problématiques de santé auxquelles le système ne répond pas. Et bien entendu, c'est l'embryon de quelque chose, d'un mouvement extrêmement important. On commence déjà d'ailleurs à parler de la formation par les pairs. Moi, je viens de la communauté hémophile dans les années 70. On a commencé à prendre conscience de l'importance de l'éducation des parents d'hémophiles, l'éducation des hémophiles, le développement des capacités d'auto-soin, mais c'était quand même très marginal et très individuel. Mais encore une fois, c'est des années où il y a eu des embryons importants du mouvement duquel on parle actuellement.
Et puis, il y a eu toute la question sur l'avortement aussi dans les années 70, qui est souvent sous-estimée, mais qui est important parce qu'elle a soulevé le débat de la propriété du corps. Si on le transpose dans le monde de la santé, je dirais des problématiques de santé et non de la question d'une femme enceinte, c'est ça poser la question de savoir est-ce qu'un corps, un corps malade, à partir du moment où un corps est malade et qu'on arrive à l'hôpital et que notre corps est malade, est-ce qu'il nous appartient, est-ce qu'il ne nous appartient plus, quelle marge de décision on a sur ce corps et donc, bien entendu, soulève le débat assez important de la prise de décision du patient dans le cadre de ses soins de santé. Le hasard et la malchance et plein de choses ont voulu que dans cette naissance, dans ce questionnement, de cette remise en question, bien entendu, les années 80-90 ont été le théâtre de crises sanitaires majeures. Dans les pays occidentaux, on parle de l'affaire du sang contaminé qui a quand même soulevé un certain nombre de dysfonctionnements majeurs, notamment en matière de relations médecin-patient, mais aussi en matière de fonctionnement du système de santé par lui-même. Il y a eu bien entendu l'épidémie SIDA et la crise SIDA à partir de 80 jusqu'à encore aujourd'hui, qui a amené le système, comme on le voit actuellement dans la crise Covid, dans ses retranchements, qui l'a questionné sur des dysfonctionnements chroniques qui pouvaient jusque-là mettre sous le tapis, mais comme toute crise et comme tout ce qu'on voit actuellement, bien entendu, a soulevé un certain nombre de questionnements majeurs sur l'acceptation d'un certain type de population dans le système de santé et leur prise en charge. Puis la question de Creutzfeldt-Jakob aussi, qui a été un bris de confiance, je dirais, plus citoyen au niveau de la population assez majeur. Donc les années 80-90 amènent énormément de tensions. Puis à travers ces crises, on rentre dans ce que les Américains ont appelé le consumerisme, les années 90-2000, qui sont vraiment des années de confrontation. C'est là où naît, à travers, bien entendu, des groupes activistes comme ACT UP, par exemple, donc du mouvement SIDA, mais aussi dans d'autres domaines, notamment en santé mentale, des associations de patients à saveur défense de droit. Donc, encore une fois, on rentre dans un mode d'affirmation du mouvement patient. On rentre dans un mode où on commence à soulever des enjeux majeurs autour de la prise de décision partagée, autour de la nécessité d'accompagner les gens à prendre soin d'eux-mêmes. On est aussi dans la légalisation des soins. Moi, je me rappelle très bien, moi je suis arrivé en Amérique du Nord en milieu 80. À ces années-là, il y avait un bureau d'avocats dans les hôpitaux. On pouvait directement aller voir l'avocat s'il y avait un problème dans nos soins. Et ces années-là ont été les années où il y a eu le plus de poursuites. Ça a diminué depuis, mais ça a été des années où il y a énormément de poursuites légales. Donc, encore une fois, un patient qui se positionne comme un consommateur et qui dit « moi, je paye pour mes services, donc j'ai le droit à ces services et j'ai le droit à choisir ». Et puis, en même temps, une légalisation des soins qui s'installe, qui débouche. Alors, finalement, on est passé d'un modèle biomédical extrêmement paternaliste à une perspective extrêmement confrontationnelle. Puis, à partir de ce moment-là, on a commencé à chercher les voies du milieu. Et c'est là où ont émergé plusieurs mouvements convergents, notamment en Amérique du Nord, beaucoup les approches centrées sur le patient, dont on parle encore, qui vraiment a décloisonné finalement le paternalisme médical en mettant beaucoup l'emphase sur l'importance de la coordination des services, de la collaboration interprofessionnelle, de la nécessité de réfléchir ou d'appréhender la personne dans son ensemble et non pas de façon très spécialisée. La prise de décision partagée, qui est un mouvement majeur en Amérique du Nord, dans lequel juste Obama, pendant toute sa période au pouvoir, a investi presque 300 millions de dollars dans des outils d'accompagnement à la prise de décision partagée. Bien entendu, l'auto-soin et l'éducation thérapeutique, qui est plus le modèle européen, le modèle que vous avez en France aussi, qui émerge, et puis ce qu'on a appelé les patients experts, les patients partenaires, etc. Donc, toute une série de mouvements convergents qui nous amènent aujourd'hui à cette révolution, je dirais. Mais la question se pose alors que les dispositifs se déploient partout et qu'effectivement, ça commence à prendre forme et ça commence à prendre racine sérieusement. De quelle révolution on parle? Et c'est là où nous, l'hypothèse que moi, en tout cas, je fais déjà depuis un petit moment et qui est important, c'est qu'avant tout, on est dans une révolution du savoir en santé. L'enjeu, si je regarde un peu les 10 dernières années d'engagement autour du patient partenaire depuis qu'on a créé les premiers concepts à Montréal,
l'enjeu principal, la première question qui m'avait été posée d'ailleurs au conseil de faculté en 2010, il y a 10 ans exactement, quand on a lancé la démarche du patient partenaire, c'est le chef de département de chirurgie qui m'a dit « Vincent, c'est bien gentil tout ça, mais il va falloir que tu nous expliques c'est quoi l'expertise d'un patient ?» Et donc, au cœur de ça, c'est les savoirs. La reconnaissance des savoirs patients. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Et comment c'est une valeur ajoutée à la fois pour les personnes eux-mêmes, mais aussi pour le système de santé. Ce questionnement est accéléré actuellement par une démocratisation des savoirs en santé qu'on voit à travers notamment la révolution de la santé numérique, l'accès de l'information médicale ou de l'information en santé sur Internet, etc., qui devient de plus en plus sophistiquée et de plus en plus importante. Une augmentation naturelle des savoirs patients via l'augmentation des maladies chroniques, une perte de crédibilité aussi de l'autorité des expertises en santé. On le voit actuellement dans la crise Covid, hein, on voit cette perte de crédibilité. Il y a une étude qui est sortie ici en Amérique du Nord dernièrement qui dit qu'une majorité des personnes aujourd'hui font davantage confiance à leur cercle familial et aux réseaux sociaux qu'à la science techniquement quand il s'agit de prendre des décisions par rapport à eux-mêmes. La difficulté de sortir d'un modèle très hospitalo-centré qui a du mal à répondre aux enjeux sociétaux. Bien entendu, l'alourdissement aussi du fardeau socio-économique des patients et des proches qui pousse vers l'importance d'augmenter les savoirs pour aider les gens à davantage à prendre soin d'eux-mêmes et être davantage autonomes, non pas comme un principe, mais vraiment comme une solution aussi à un système de santé engorgé. Et bien entendu aussi le constat d'échec des politiques de prévention et d'adhérence qui demandent de repenser autrement la façon dont on intègre les personnes dans le système de santé. Donc, c'est de cette réflexion-là qu'aujourd'hui, on a abouti sur ce fameux schéma que vous connaissez, qu'on a tracé à l'Université de Montréal en 2011 et qui disait on ne va pas mettre le patient au centre, mais on va le mettre une partie intégrante de l'équipe de soins comme reconnaissant son statut, le statut d'expert de la vie avec la maladie, et puis d'un côté, bien entendu, en maintenant l'importance d'avoir des professionnels de la santé experts de la maladie, avec cette vision qu'on a portée à Montréal au niveau du centre d'excellence, qu'il est temps d'intégrer le patient dans son équipe de soins et le citoyen dans son système de santé. Alors voilà, ce sera tout pour moi. J'arrête le partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent, et tu nous as fait une belle transition sur la question des savoirs, et je vais tout de suite passer la parole à Eve Gardien qui est maître de conférence en sociologie à l'université de Rennes 2 et notamment également membre du conseil pour l'engagement des usagers de la Haute Autorité de Santé. Bien, merci Cécile pour cette présentation. Et puis merci pour ce temps de partage avec vous tous, et j'espère que le débat à la fin sera riche et enthousiasmant. Donc oui, il me revient la mission de vous parler des savoirs expérientiels. J'aimerais d'abord revenir sur une idée que je pense nous partageons tous, c'est que chacun chacun d'entre nous ici, et plus largement, chaque être humain a de l'expérience, et que de cette expérience, il retire des savoirs. Voilà, que donc c'est un phénomène qui est, on va dire, largement humain, avant d'être relié à des questions qui ont à voir avec la maladie, le handicap, les troubles de santé mentale, etc. Donc nous avons tous appris de nos expériences, nous continuons tous à apprendre de nos expériences, c'est un fait humain, et l'expérience peut porter sur des choses aussi, peut être la vie ordinaire, peut porter sur la vie professionnelle, peut porter sur la vie privée, etc. Voilà, nous sommes tous concernés par la construction de savoirs expérientiels. Deuxième point par rapport à ça, et qu'on se dit en général beaucoup moins, et pourtant qui est important pour comprendre de quoi il s'agit quand on parle de savoir expérientiel et comment ils sont produits, c'est que nous avons appris dès notre naissance, et nous continuons chaque jour à apprendre, mais probablement beaucoup moins. Nous avons appris à comprendre et à agir dans le monde qui nous entoure, et cela donc dès que nous sommes sortis du ventre de notre mère. Autrement dit, l'expérience que nous faisons du monde aujourd'hui n'est pas une expérience qui est spontanée, comme s'il n'y aurait aucun filtre entre nous et le monde, mais c'est une expérience qui est constituée aussi à partir de tous nos apprentissages depuis la naissance. Et par exemple, nous avons appris ce que c'est à reconnaître les arbres, à les différencier des fleurs, des chats, des chiens, etc. Ça peut sembler extrêmement banal ce que je suis en train de raconter. Et en même temps, si on prend la mesure de tout ce qu'on a appris et qu'on perçoit spontanément, sans qu'on en ait ni conscience,
ni qu'on fasse aucun effort, mais que ça s'impose à nous finalement parce qu'on l'a intériorisé, là on commence à comprendre que finalement l'expérience c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de savoir qui en réalité passe même simplement par nos perceptions, notre rapport au monde. Voilà, donc il y a énormément de significations, de façons de comprendre, de façons d'agir qui ne sont pas des improvisations de dernière minute, mais qui relèvent des apprentissages qu'on a fait depuis tout jeune, et donc qui relèvent d'apprentissage, et donc qui, à ce titre-là, relèvent de savoir expérientiel. Deuxième élément par rapport à ces savoirs expérientiels acquis, et qui innervent largement nos expériences quotidiennes, il y a aussi le fait que beaucoup des choses que nous avons apprises nous viennent, nous ont été transmises ou ont été mises à disposition par les gens qui nous entourent. Je veux dire, on n'a pas appris tout seul à séparer et à distinguer le ciel de la lune, etc., etc. On a été soutenu en ça par peut-être nos parents, peut-être par des enseignants, peut-être par nos camarades de classe, qu'importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous, il y a des savoirs à disposition et qu'en général, on se les approprie et que ça nous permet de donner du sens à l'expérience que nous vivons. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que simplement, ici, nous partageons beaucoup de savoirs en commun. Ça veut dire que nous avons aussi des vies ordinaires qui sont globalement dans lesquelles se partagent aussi beaucoup de situations. Et que pour cette raison-là, nous sommes capables de nous comprendre parce que nous vivons finalement des choses qui reposent sur des significations convergentes. Mais c'est donc des savoirs qui nous ont été transmis par la culture, qui se transmettent de génération en génération, qui se transmettent par l'école et qui se transmettent aussi en situation simplement par mimétisme, etc., etc. Et puis, il y a des situations très particulières, des situations plus rares, ou rares même, hein, dans lesquelles finalement tous ces savoirs expérientiels qui d'habitude sont mis à disposition et qu'on intériorise et qu'on utilise pour comprendre le monde qui nous entoure, agir et s'orienter, il y a des situations rares dans lesquelles tous ces savoirs ne sont pas là, ne sont pas mis à disposition. Les gens qui nous entourent ne connaissent rien de ce qui nous arrive, ne savent pas faire, ils n'ont pas grand-chose à nous en dire, si ce n'est qu'eux aussi se sentent démunis. Voilà. Et c'est probablement là que donc il y a un enjeu important sur ce que sont les savoirs expérientiels. Donc quand on parle de savoirs expérientiels dans le champ de la santé, en général, on se réfère justement à ces savoirs que tout le monde n'a, que tout le monde ne partage pas, que tout le monde n'a pas et qu'il n'est pas évident de construire ou de co-construire, simplement parce qu'effectivement, tout ce qui d'habitude nous est transmis par la culture, la vie ordinaire et le partage des situations au fil du temps avec chacun n'existe pas ou existe très peu. Donc là, on a vraiment affaire à des savoirs qu'il faut créer, qu'il faut inventer. Ce n'est pas facile. Et très souvent, il nous arrive de croire que des choses ne sont pas possibles, alors qu'en réalité, c'est simplement qu'on n'a pas encore appris à les penser et donc à construire des solutions. C'est là où deviennent très importants les pairs, c'est que pour penser des situations qui sont rares, faut-il pouvoir rencontrer des gens qui, eux aussi, essayent de résoudre les mêmes situations, les mêmes problèmes ou les mêmes questionnements. Et c'est là où les pairs sont si importants. Voilà, c'est parce qu'il est possible d'échanger avec eux, de connaître leurs expériences, de voir comment ils s'y prennent avec, de comparer les expériences, que progressivement on peut produire du savoir expérientiel sur ses propres situations de vie, parce que précisément ce savoir n'était pas à disposition dans la société qui nous entoure. Donc là, il y a une première spécificité de l'accompagnement par les pairs qui a été mise en avant par Vincent Dumez, c'est effectivement que c'est vraiment un espace social entre deux ou plusieurs personnes qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où peuvent s'échanger, se comparer et se co-construire donc des savoirs sur l'expérience, les expériences rares. Deuxième élément de spécificité de ces relations entre pairs, c'est ce sentiment de proximité, ce sentiment de l'autre me ressemble et donc j'ai le sentiment qu'il me comprend beaucoup plus facilement que tous ces gens qui ne vivent pas mes situations rares. C'est une personne avec qui je peux facilement échanger sans que ce que je lui raconte lui paraisse farfelu, inattendu, voire même qu'il ait des soupçons sur ma santé mentale. Autrement dit, c'est quelqu'un à qui je peux me confier parce que je peux lui faire confiance, car probablement, il va pouvoir comprendre très rapidement de quoi je parle, parce qu'il a le même type de situation à vivre.
Et donc, j'ai moins peur de son jugement. Très souvent, c'est aussi ce qui est évoqué au sujet des relations entre pairs. C'est une intimité qui est beaucoup plus aisée. Une intimité qui est beaucoup plus aisée parce que effectivement, c'est souvent un soulagement de rencontrer un père, quelqu'un avec qui on peut partager l'expérience ou les expériences. Et cette rareté des échanges, quand c'est pas organisé, hein, là apparemment ça commence à s'organiser, notamment beaucoup au Québec, mais c'est pas partout organisé, les gens n'ont pas toujours l'occasion de rencontrer leur père, et ces premières rencontres en général sont des grands soulagements, permettent cette intimité, permettent enfin de pouvoir comprendre, d'aller plus loin dans sa propre expérience. Autre élément important et spécificité de la qualité de ces relations entre pairs, ce sont souvent des relations horizontales, parce que précisément, on se sent égaux. Et on se sent égaux, pourquoi? Parce qu'on vit les mêmes choses. Et enfin, dernier élément, je trouve particulièrement intéressant, c'est que très souvent, ces relations entre pairs permettent des échanges réciproques. Ce n'est pas nécessairement un qui aurait le savoir et qui apprendrait tout à l'autre. Très souvent, ils n'ont pas développé les mêmes choses dans leur vie parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes aspirations. L'un d'entre eux a voulu partir en Australie, l'autre a voulu absolument prendre les transports en commun à Paris, et donc ils n'ont pas développé exactement les mêmes choses pour faire face à leur vie quotidienne, mais par conséquent sont tous experts de certains pans très particuliers de leur vie avec lesquels ils peuvent partager et aider les autres à aller plus loin les concernant. Voilà, je voudrais dire que tous ces phénomènes que je viens de décrire reposent sur une reconnaissance réciproque, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas imposer à l'autre d'être son père. Faut-il qu'il se reconnaisse dans votre expérience? Et pareillement, et à l'inverse, pour que moi-même je me sente concernée par ce qu'ils me disent, ce qu'il me dit, et que j'ai des choses à lui partager, faut-il que je me reconnaisse dans son expérience. Donc il y a vraiment un accent particulier, en tout cas une attention particulière, une vigilance particulière à avoir sur la question de la reconnaissance réciproque, de permettre à ces gens d'avoir l'occasion de se rencontrer et puis effectivement de créer ce type-là de lien, mais avec donc l'idée que cette reconnaissance est toujours subjective, singulière, et qu'elle relève en fait du sentiment et de la subjectivité de chacun d'entre nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ève. Et là aussi, une belle transition avec la troisième intervention avant qu'on passe à la première session de questions. Et je me permets de vous rappeler, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans le chat pour que je puisse éventuellement les associer, les concentrer. Donc voilà, donc une belle transition aussi par rapport à la troisième intervention d'Anne-Laure Barlet, cette question aussi de la reconnaissance, parce qu'il y a la question de la reconnaissance, il est question de reconnaissance mutuelle, mais il est aussi à certains moments question de reconnaissance auprès des professionnels, auprès de l'institution, auprès du public, auprès de l'entourage des personnes. Et ces questions-là, elles interrogent aussi les noms, les statuts et la place des uns et des autres, notamment dans le champ sanitaire et médico-social en France. Donc, je ne sais pas, Anne-Laure, si je ne te vois pas, est-ce que tu... Je ne te vois pas. Normalement. Oui, tu es là, voilà. Merci beaucoup. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Anne-Laure Barlet, alors qui a un parcours formidable que je salue à chaque fois. Elle est médiatrice en santé père, elle est patiente partenaire. Elle est depuis le début de l'année membre du comité consultatif national d'éthique, membre de la commission sociale et médico-sociale de la Haute Autorité de Santé, membre de comités de pilotage, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, sur la démocratie en santé, sur le plan régional des maladies neuroévolutives. Et puis, elle est également formatrice en IFSI et à la faculté de médecine de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je te laisse la parole. Merci. Alors, pour essayer d'être dans la continuité, de ne pas revenir sur l'histoire et sur un peu les thématiques, il y a quand même deux, trois points effectivement qui me semblent importants de préciser. Le fait que cet engouement prenne seulement maintenant, c'est
parce qu'il y a un travail de longue haleine qui a commencé dans les années 30 quand même outre-Atlantique. Donc, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas une lubie d'un ministre de la Santé ou d'un groupe. C'est vraiment des choses qui ont évolué avec le temps et en France, ça a mis beaucoup de temps quand même à ce qu'on puisse ne serait-ce que considérer déjà la place du patient. Et ça, c'est vraiment important parce que le patient, c'est aussi celui qui, à un moment donné, va permettre de faire père aidance ou l'aidant qui fera père aidance. Donc, si on ne reconnaît pas ces places-là dans la société autrement que par du cure, on ne peut pas, à un moment donné, aller vers autre chose. Donc, nous, c'est quand même très récent. C'est en 2005 que vraiment on a quand même une loi qui commence à parler du père aidant, qui commence à parler un petit peu de toutes ces approches-là. Mais c'est encore plus récent, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu des programmes expérimentaux, un chez soi d'abord, les médiateurs en santé dans la santé mentale, qui sont très très récents, on parle des années 2010 à 2015, et qui ont été équipés de programmes de recherche très rigoureux, qui ont permis de montrer effectivement les plus-values engendrées. On est actuellement dans cette dynamique qui est d'essayer de mettre en place réellement et de faire connaître un petit peu tous les métiers qui en découlent. Parce qu'effectivement, on va parler de nombreux métiers qui peuvent en sortir. Alors, métier, j'aime pas trop ce terme. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de mots vraiment clairs puisqu'on est beaucoup dans le bénévolat, on est dans l'action volontariat, ce qui complique les choses. Aujourd'hui, donc, il y a ce qu'on appelle les pairs aidants, les pairs émulateurs, les pairs accompagnants, les médiateurs de santé pairs, les patients experts, les patients partenaires, les patients chercheurs. Bref, à chaque, je dirais, à chaque exercice, son intitulé. En France, pour l'instant, on se concentre vraiment sur 2 types qui commencent vraiment à émerger et qui commencent à avoir un petit peu de statut par des initiatives publiques ou privées. Il y a donc le patient partenaire. C'est vrai que moi, j'ai un gros faible pour ce terme-là et j'avoue que je me retrouve beaucoup dans cette notion de partenaire de santé et de co-constructeur autre que acteur, puisque là, ce qu'on essaye de montrer, c'est en plus d'être acteur, c'est d'être auteur de son parcours, en premier lieu de soins et surtout de son parcours de vie, puisque l'important de toutes ces nouvelles approches, de ces peut-être nouveaux métiers qui arrivent, c'est de permettre la compréhension du parcours de soins et des problématiques dans le parcours de vie de la personne. Parce qu'à un moment donné, l'environnement, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'interactions et que cela pouvait complètement orienter un parcours de soins pour une ou plusieurs personnes d'un même foyer. On a donc parlé des médiateurs de santé pair. Alors, les médiateurs de santé pair, ce sont des personnes qui vont être formées à la médiation, qui sont donc, comme l'ont expliqué mes collègues précédemment, des personnes issues d'un univers qui ont une particularité qu'ils souhaitent afficher. On va créer donc une dynamique d'intervention autour de cette proximité avec le pair et la communauté cible de l'intervention. Donc, la rencontre se fait beaucoup pour l'instant, on va dire en hôpital. Pour ce qui est des médiateurs en santé pair, en France, c'est la santé mentale qui a vraiment commencé à impulser cette dynamique-là en les reconnaissant, en les faisant intervenir autrement que comme des témoins, mais comme effectivement des personnes capables d'empowerment, capables de prendre à bras-le-corps on va dire leur différence, si tant est que ça en soit une, par rapport en tout cas à ce que la société norme, et d'en faire une force. On est beaucoup dans ce départ-là. Depuis, il y a des formations qui sont arrivées en université, puisque bien sûr, il s'agit toujours en France d'être diplômé, il s'agit toujours d'opposer savoir scientifique et savoir expérientiel. Et là où nous, on essaye vraiment de faire avancer les choses, c'est au lieu d'opposer, c'est de montrer la complémentarité du savoir expérientiel au savoir scientifique.
et de laisser une place aussi à tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un père puisse être aussi bien bénévole quand il le souhaite que professionnel. Et c'est cette grande palette aujourd'hui qui justement est problématique à mettre en place de par les différents statuts et puis de par les, on va dire, les réticences de certains groupes. Pour les médiateurs en santé, pour l'instant, leur champ se limite malheureusement beaucoup à la grande exclusion et à la santé mentale. Ça s'étend petit à petit. Il y a des IRTES en France qui commencent effectivement à mettre en place des formations de pairs. Donc, on arrivera, je pense, peut-être de plus en plus à avoir des champs d'intervention beaucoup plus larges que, on va dire, les pilotes. L'autre pôle vraiment important, c'est l'expérience, ce qu'on appelle l'expérience patient. En fait, c'est pour résumer, c'est l'ensemble, on va dire, des interactions des patients et des proches avec une organisation de santé tout au long de son parcours de vie et pas de santé, puisque finalement la santé est tout au long de son parcours de vie. Ce qu'on a compris aujourd'hui avec les maladies chroniques qui ont explosé, c'est que ce sont des maladies qu'il faut prendre en compte à long terme. Ce sont souvent des malades jeunes qui doivent se projeter pour les 40, 50, 60 prochaines années de leur vie malades. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les accompagne? Et c'est de là qu'est né effectivement ce concept d'expérience patient sur le même principe que les pairs, c'est-à-dire on se reconnaît dans l'autre. Aujourd'hui, c'est celles qui sont, on va dire, les plus façonnées par la politique et par les textes de loi, mais pour autant, elles sont écrites, ces expériences, mais elles ne sont pas reconnues encore réellement sur le terrain. Il y a effectivement beaucoup de, on va dire, d'agacement, parce que c'est peut-être un peu ça aussi sur les termes. Maintenant, je pense que le patient partenaire, c'est vraiment le terme le plus neutre qui soit et qui permet de recouvrir du bénévolat, on va dire, au salariat ou à l'auto-entrepreneuriat, peu importe. Parce qu'il s'agit aussi à un moment donné de reconnaître le côté expertise de la personne avec sa complexité, de mixer le savoir scientifique et le savoir expérientiel. Ce qui commence dans l'expérience patient à arriver, mais c'est plus long parce qu'il y a beaucoup de pathologies, parce qu'il y a des détentions associatives qui permettent ou pas de mettre en place des formations. Donc, pour l'instant, au niveau des formations, au niveau de l'expertise patient, on est beaucoup sur l'éducation thérapeutique, les 40 heures, qui permettent aux soignants d'incorporer des patients ressources, ça s'appelle beaucoup comme ça au niveau de l'hôpital, qui permettent d'interagir dans l'ETP individuel ou collectif, et d'apporter, outre son témoignage, on va dire des trucs et astuces, peut-être des réponses aussi à d'autres patients puisqu'ils parlent le même langage. Aujourd'hui, ce qui est on va dire le métier, si tant est que ça puisse arriver réellement, pourquoi je dis ça? Parce que métier, parce qu'il a son diplôme, parce qu'il a sa reconnaissance légale, mais que pour l'instant, les secteurs ne s'en saisissent pas. Il y a le médiateur en santé publique, ce que donc je suis aussi, puisque du coup j'ai fait effectivement ce diplôme. Alors le médiateur en santé publique, lui, son travail c'est d'aller vers la personne, d'aller vers les problématiques, d'aller vers les associations et de faire avec, pour renforcer. En fait, l'intervention, elle est vraiment dans le champ total. C'est renforcer l'équité en santé, le recours à la prévention et aux soins et l'autonomie et la capacité des personnes d'agir dans leur prise en charge de leur santé. Donc vraiment, on est là pour impulser les personnes. Voilà, je vais conclure là-dessus. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire, voilà, comme on l'a tous signalé précédemment. Et puis, on laisse place à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Anne-Laure. C'est pas facile de faire des gestes aux intervenants quand tout le monde regarde en même temps. Je suis désolée, je voulais juste te dire qu'il te restait 1 minute, donc tu aurais pu encore donner quelques petites infos supplémentaires. C'est vrai que la part qui t'était échue n'est pas simple parce que
Voilà, en même temps, c'est un champ qui s'ouvre et en même temps, les terminologies sont nombreuses et variées, donc pas simple comme exercice. Alors, C'est vrai que, pardon, j'ai fait le choix, plutôt au début, j'avais préparé un tout petit PowerPoint avec effectivement les noms, où est-ce qu'on les trouvait tout, et puis je me suis dit que finalement, c'était se noyer dans ce que nous-mêmes, on n'arrive pas forcément toujours à tirer au clair. Donc c'est vrai que j'ai préféré accentuer effectivement sur les 3 rôles principaux, enfin qu'on rencontre principalement aujourd'hui, voilà, dans notre société. Mais oui, c'est pas évident. Et puis, enfin, je verrai avec les organisateurs, mais éventuellement, je proposerai à tous les intervenants de donner leurs ressources, enfin, les éléments qui leur paraissent importants par rapport à leurs interventions, et puis on pourra éventuellement les diffuser via le site de l'université d'été. Donc, on a quelques questions. Alors, une question, est-ce que selon les intervenants, il faudrait ajouter un volet partenariat à la loi de 2002 qui reste sur les droits? Alors, c'est plutôt une question à destination du contexte français. Vincent, tu m'excuseras. Ouais, je veux bien faire un petit commentaire par contre là-dessus. Comment? Ça te dérange pas? Je veux bien faire un petit commentaire là-dessus. Ça te dérange pas? Vas-y. Je pense que c'est ça justement de ce qui est en train de se passer en France. Puis je voyais aussi des commentaires sur l'atterrissage du concept de patient partenaire dans le contexte français. Puis je pense que c'est ça la magie qui est en train de se passer en France, que nous, on voit pas beaucoup ici parce que les associations de patients ne sont pas aussi fortes qu'en France. Je pense qu'au départ, je pense qu'il y avait comme les approches sont des approches complémentaires avec une approche patient partenaire qui est plus une approche de construire de l'intérieur et une approche de défense de droits nécessaires de l'extérieur. Puis là, il y a comme un espèce de mouvement qui est en train de se rapprocher. C'est en train de même de converger et même de fusionner. Moi, j'avais du mal à voir comment ça pouvait se passer parce que je connais bien les deux mondes et il y a des gros défis, mais c'est en train de se faire. Et la France est en train de devenir un modèle pour ça. Donc, c'est juste le petit commentaire que je voulais faire sur cette question-là. Donc, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à faire évoluer. Je ne sais pas si c'est dans la loi ou ailleurs, mais en tout cas, c'est en train de se passer sur le terrain. Donc, j'imagine qu'un jour ou l'autre, ça se répercutera peut-être à un niveau législatif. Alors, pardon. Je veux bien rajouter, je t'en prie. Vas-y. D'accord. Alors, je veux bien rajouter des éléments à l'enthousiasme que nous transmet Vincent. En fait, ça a déjà commencé, c'est déjà inscrit dans certaines lois, par exemple dans la loi HPST de 2009, pardon. Vous avez déjà une place qui est octroyée aux patients dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Clairement, il est attendu que ces patients participent au processus d'éducation thérapeutique. Pour les lois, toutes les circulaires d'application qui concernent un chez-soi d'abord, c'est pareil, il est inscrit qu'il est souhaitable c'est pas qu'il est souhaitable, il est attendu un père aidant par équipe et par ville. Voilà, donc il y a déjà des lois qui se positionnent sur l'importance d'intégrer dans des équipes professionnelles des pairs. Mais il n'y a pas une loi spécifique pour ça. On va dire que dans les lois qui concernent un certain nombre de dispositifs, on commence déjà à proposer ça de manière très, très évidente. Voilà, donc le tournant est déjà pris. Et effectivement, comme le signalait Anne-Laure Barlet, c'est un tournant qui a eu lieu 2011-2012 avec un chez-soi d'abord et avec la proposition de formation de médiateur santé-père du CCOMS de Lille. Voilà. Mais donc, c'est en train de venir. Je ne sais pas s'il faut un cadre spécifique pour ça, qui rassemblerait toute la diversité dans un certain nombre de cases, ou est-ce qu'il faut au contraire laisser chaque dispositif se déployer de manière opportune? Alors, je peux compléter justement sur Ève et Vincent. Il y a quand même des lois. Alors effectivement, Ève, les premières approches sont en 2009 dans les lois. Moi, j'invite tous ceux qui effectivement ont besoin d'un cadre juridique à aller regarder les lois de modernisation de 2016 de Marisol Touraine et puis Ma Santé 2022 qui sont clairement des textes de loi où aujourd'hui sont associés tous ces termes-là, où aujourd'hui on met le patient comme acteur, auteur, voire co-constructeur de son parcours de vie, de santé
et de vie. Donc, on ne parle plus du parcours de soins et ça, je crois que c'est très important. On n'est plus seulement en train de se soigner, on est en train de se préoccuper de sa santé. C'est-à-dire que l'idée, Ma Santé 2022, elle pose quand même quelque chose de très clair, c'est-à-dire qu'elle reprend la définition de l'OMS sur la santé. La santé, c'est pas que le soin, c'est le bien-être, c'est tout ce qui va autour. Et c'est ça qui devient très, très important aujourd'hui. Et je pense que c'est là-dessus aussi que Vincent insistait. Cette émulation, elle est aussi parce qu'effectivement, à un moment donné, des politiques ont porté ces termes-là dans des textes de loi. Par contre, là où ça pêche pour l'instant, c'est que les lois sont ainsi écrites, mais il n'y a aucun décret, il n'y a aucune application et bien évidemment, il ne découle aucune possibilité de professionnalisation, de choisir entre le bénévolat, la professionnalisation, les interventions ponctuelles, etc. Donc aujourd'hui, le travail, il est vraiment là. Il y a deux groupes de travail actuellement au ministère, notamment Associons nos savoirs, qui travaillent justement sur ce que disait Eve, pour terminer, ce phénomène et savoir, le but étant que chacun puisse y trouver sa place, pour tous ceux qui souhaitent à un moment donné aller vers ces... Je ne sais pas comment dire, il faut qu'on arrive à trouver un mot parce que ce n'est pas le métier, en tout cas vers ces interventions-là, de la façon dont ils souhaitent. Et c'est actuellement en travail, donc je pense qu'effectivement, on avance, mais quand on est dedans, c'est toujours aussi frustrant. Mais le gros des lois, ça va être 2016 et puis Ma Santé 2022. Merci. Alors, je vais passer à une question peut-être plus rapide. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe des travaux, des expérimentations dans le champ spécifique du handicap auditif? Voilà, si vous avez connaissance de travaux qui se conduisent de ce côté-là. Je conseille à la personne qui pose cette question de s'inscrire à un webinaire gratuit qui a lieu le 1er décembre. C'est le centre ressources audition et malentendance, quelque chose comme ça, de Nantes, celui de Nantes, qui organise donc un webinaire gratuit. Et là, vous aurez beaucoup d'expertise de terrain et un retour aussi plus théorique sur qu'est-ce que c'est que l'importance des pairs. Mais voilà, et là, je pense que vous aurez réponse à vos questions. C'est le 1er décembre après-midi. Et je me permets de dire aussi aux intervenants, vous verrez dans le chat, certaines questions vous sont posées directement. Donc, si vous souhaitez répondre également directement dans le chat, ça me permettra de pouvoir passer aux autres. Je vais peut-être reprendre encore une ou deux questions, puis ensuite, on passera aux autres intervenants. Alors, j'ai une question qui est posée par Stéphanie André-Pro, qui nous demande, entre bénévoles et salariés, n'y aurait-il pas une voie du milieu qui reconnaîtrait le pair au même titre que les réservistes, les jurés ou les pompiers volontaires et qui permettrait de les autoriser à prendre sur leur temps de travail pour intervenir auprès de leur pair? Alors, c'est une question, je sais pas, entre justement le bénévolat et le volontariat, puisque, pour prendre l'exemple des pompiers, les pompiers, eux, sont volontaires et pas bénévoles. Donc, je ne sais pas, Anne-Laure, si tu veux intervenir. Alors justement, c'est une question extrêmement intéressante et qui est en travail actuellement dans les deux groupes. En fait, quand je prends la fourchette volontaire des deux extrêmes entre bénévoles et professionnels, on essaye en fait de réfléchir absolument, je dirais, d'essayer de couvrir toutes les possibilités d'intervention du pair, donc de ne rejeter aucune forme. C'est le but. Maintenant, ça demande un très gros travail législatif, en plus d'une très grosse appropriation par les institutions, parce que la législation ne permettra pas forcément que les institutions se saisissent de ces pairs-là. La législation dira ils existent, ils peuvent être embauchés comme ça, comme ça, comme ça, mais pour autant, les institutions, si elles ne souhaitent pas s'en saisir, feront sans. Donc, je pense qu'effectivement, l'idée des réservistes, elle est en cours d'étude, elle est plutôt intéressante. Il y a des équipes pilotes actuellement, justement, notamment de médiateurs pairs et de médiateurs en santé publique, un mix des deux, dans le 93, où là, dans le contexte du Covid, il y a quelques résultats pour l'instant intéressants. Mais voilà, c'est des premiers résultats, il n'y a pas de recul, donc on est vraiment en plein dedans. Mais je pense que rien, en tout cas, j'espère, mais j'ai le sentiment que rien n'est rejeté dans les possibilités d'être.
Merci. Peut-être une dernière question. Alors, il y a une question sur l'accueil au niveau des professionnels, sur l'accueil des pères aidants dans les équipes. Est-ce que les professionnels sont formés pour les accueillir? Mais je me dis, Vincent, sauf si c'est une bêtise de ma part, peut-être que c'est une dimension que tu intégreras dans ta présentation de remplacement de Marie-Pascale. Certainement, ouais. Merci. Donc, ça fera partie des échanges à la suite. Et puis, je pense que Catherine Delorme a probablement prévu d'en parler également. Il y a une question sur le financement des formations. Peut-être là, ça peut être intéressant que dans le chat, les uns et les autres, si vous avez des informations sur les modalités de financement pour le montage des formations de pairs, effectivement, dans ce que je sais, majoritairement, c'est des financements ARS, mais bon, il y a peut-être d'autres façons de développer ces formations-là, tout au moins en France. Lara, si tu vois, est-ce que tu… Alors oui, il y avait une dernière question. On aboutit en France à parler de parcours pour les usagers du système de santé. Ces parcours permettent-ils d'intégrer le patient dans l'équipe de soins? Et en parallèle, notamment la question des patients vulnérables. C'est une question un petit peu compliquée. Je vous demande juste peut-être de répondre sur quelques éléments succincts pour qu'on puisse passer aux intervenants suivants, si vous avez des choses à nous dire sur cette question. Alors, en France, on n'y est pas encore. C'est extrêmement rare, à part dans certaines unités d'éducation thérapeutique, comme je vous le précisais, qui incluent des patients en ressources. Les patients vulnérables, en fait, ça dépend ce que vous appelez, puisqu'aujourd'hui, si je m'en tiens à la définition propre, un patient est considéré comme vulnérable. Donc, voilà. C'est toute la problématique aujourd'hui. On est justement on nous a demandé de traiter cette notion de vulnérabilité au niveau de l'éthique. C'est toute la complexité. Qu'est-ce qu'on appelle vulnérable au final, puisqu'un patient est déjà hors norme de la société. Donc, où est la vulnérabilité? Pour moi, ils sont inclus de la même façon. La question n'étant pas qu'ils soient vulnérables ou pas, la question étant peuvent-ils être inclus et le seront-ils? Peut-être au Québec, on aborde aussi beaucoup la question par tout le thème de l'équité, diversité et inclusion. Donc, par rapport à des populations, nous, qui sont historiquement exclues, ou en tout cas beaucoup plus difficiles d'intégrer dans le système de santé. On pense à nos populations des Premières Nations, par exemple, aux populations autochtones, les personnes qui vivent dans la rue. Donc, il y a beaucoup d'efforts actuellement pour intégrer systématiquement dans les dispositifs de représentation de ces populations-là. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'on rentre dans ça ramène un niveau de complexité, mais nous, on l'attaque par cet angle-là, en fait, de tout le thème de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Je vois que la personne qui a posé cette question vient de mettre un petit mot en disant « Je fais référence au texte du Code pénal, vulnérabilité en fonction de l'âge ». Alors effectivement, si c'est en fonction de l'âge des pathologies, etc., c'est donc en France qu'on appelle la vulnérabilité en général, c'est-à-dire aussi bien les personnes exclues ou en difficulté d'accès à la santé que les personnes déjà dans le système de santé. C'est-à-dire que il y a des patients ressources qui sont atteints d'Alzheimer très fort, qui sont donc effectivement qui sont des gens qui viennent avec leur aidant à côté, et on est encore dans une autre forme d'intervention de pair. Donc oui, effectivement, au sens large dont vous semblez l'entendre, les vulnérabilités sont donc finalement déjà inclus, le pair étant quelque part un peu ça. Merci. Alors, simplement, je vais relayer une question, mais à propos de cette culture patient, acteur, collègue, voilà, quelle que soit la terminologie, est-elle intégrée dans la formation des médecins et des infirmiers? Et j'essaierai de vous retrouver le lien, puisque justement, dernièrement, Anne-Laure a participé à un projet d'une courte vidéo d'un IFSI, en fait, qui a intégré, je dirais presque dans l'ensemble du cursus de formation des infirmiers, l'approche par les pairs. Et je vais essayer
dans le même temps, ou si Anne-Laure, toi, tu le retrouves plus facilement, je veux bien que tu le fasses, cette courte vidéo. Et puis, n'hésitez pas à pouvoir, je crois qu'on peut ensuite cliquer sur les liens pour aller plus loin. Je vais me permettre de passer la parole à Vincent, sauf si Eve, tu voulais compléter. Non, non, je vous remercie. Je serais très heureuse d'entendre Vincent. D'accord. Donc, je ne vous représente pas à nouveau Vincent, et qui a l'extrême gentillesse de remplacer, alors là, pour le coup, vraiment au pied levé, Marie-Pascale Pommet, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre, et qui est avec moi la copilote du module. Donc, malheureusement, elle n'arrive pas à nous rejoindre. Donc, Vincent a très gentiment accepté de la remplacer au pied levé, avec éventuellement un soutien d'Alexandre Berkès aussi, qui travaille beaucoup sur des projets communs. Donc voilà, je te laisse à nouveau Merci beaucoup, Cécile. Alors, je fais ça au pied levé, donc je vais partager mon écran. J'ai réussi à trouver quelques slides clés de Marie-Pascale, donc je vais en profiter. Donc, Marie-Pascale travaille sur de nombreux projets extrêmement intéressants d'inclusion de patients accompagnateurs à différents niveaux dans le système de santé québécois, notamment dans des contextes de clinique, donc sur le modèle dont on vient de parler, de la pérédance, appliqué à des contextes de l'oncologie, de la pédiatrie, différents types de maladies chroniques, et aussi de la réadaptation. Donc, il y a eu plusieurs projets phares qui ont été réalisés dans les dernières années, puis il y en a plusieurs actuellement en cours. Donc, je vais essayer de vous redonner un peu le contexte et la façon dont tout ça s'est développé. Alors, d'abord, la méthodologie utilisée. Marie-Pascale est titulaire d'une chaire de recherche. C'est une chercheuse émérite. L'intérêt des travaux qu'elle fait depuis plusieurs années, c'est sa rigueur et la façon dont ça a été organisé. Nous, au Centre d'excellence et dans tout ce qu'on fait, on essaye toujours de cadrer le mieux possible tout ce qui est expérimental pour pouvoir éventuellement évaluer, comprendre ce qui se passe, adapter les pratiques et ensuite produire de la science et publier parce que c'est comme ça que le champ va évoluer. Je pense que c'est un des grands défis, tout ce qu'on discute actuellement, de produire de la connaissance. Donc, Marie-Pascale fait partie des personnes certainement actuellement dans le monde qui produit le plus de connaissances scientifiques sur les dispositifs qu'elle-même conduit. Alors, une structuration, une méthodologie de co-design qui est poussée de l'avant toujours. C'est sûr qu'à Montréal, on est vraiment dans une approche de collaboration, on est dans une approche où on met beaucoup de l'avant la question de la co-construction. Dans la saveur nord-américaine, on est beaucoup dans une approche de projet pilote, donc on est rarement dans des déploiements à grande échelle pour commencer. On est dans des déploiements dans des environnements relativement protégés pour véritablement tester et voir un peu quels sont les ajustements qu'ils doivent apporter et comment on développe les choses. Bien entendu, on le fait toujours aussi en partenariat avec les milieux cliniques, donc c'est vraiment des contextes in vivo. Souvent, la chance qu'on a, c'est que la plupart de ces projets-là ont souvent été légitimés soit au niveau ministériel, soit au niveau de des directions hospitalières. Donc, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de soutien pour faire en sorte que ces projets-là progressent. D'abord, on les démarre jamais quand il n'y a pas à la fois une volonté de patients partenaires, de patients accompagnateurs qui veulent embarquer dans la démarche, ou de cliniciens aussi qui bien entendu veulent aussi jouer de la même musique. La méthodologie qui est constamment utilisée, c'est vraiment du in vivo, c'est du laboratoire vivant où on regarde ce qui se passe, on adapte, on ajuste, on évalue, on adapte, on ajuste pour arriver à une maturité ensuite des dispositifs. À Montréal, dans la plupart de ce que Marie-Pascale a fait, donc encore une fois, ces projets phares, Parole Onco, qui est vraiment la mise en place de ces dispositifs-là dans différents contextes de traitement des cancers d'oncologie au Québec, sur plusieurs sites. Le CVARMU, qui est dans un contexte de réadaptation, donc on a au CHUM
Centre hospitalier universitaire Centre hospitalier de l'Université de Montréal, un service hyper spécialisé dans la reconstruction de la main. Au Québec, on a tendance à beaucoup se couper les mains parce on travaille beaucoup dans le bois. Donc, on a un centre d'excellence extrêmement important sur la reconstruction de la main qui avait des problématiques importantes parce que si les chirurgiens faisaient un travail considérable de haute précision pour arriver à récupérer des membres sectionnés, il y avait ensuite des problèmes de réadaptation, surtout que beaucoup des gens repartaient en région et en bout de ligne, ils perdaient leur greffon pour des problématiques d'adhérence, mais qui étaient en fait des problématiques de manque d'empowerment ou de problématiques pédagogiques ou d'accompagnement correct des personnes post-opératoires dans leur période de réadaptation. Donc, un des projets de co-design qui s'appelle le CVARMU a été vraiment pour intégrer dans l'équipe de soins, de l'équipe de reconstruction de la main du CHUM, des patients qui avaient vécu cette expérience-là, qui avaient vécu les problématiques et les enjeux et qui ont été directement intégrés dans l'équipe pour accompagner très tôt dans le processus les patients greffés, puis ensuite les accompagner tout au long avec même des outils d'accompagnement à distance s'ils repartaient dans les régions. Donc, la méthodologie utilisée par CVARMU, utilisée dans Parole Onco ou dans d'autres contextes, en sclérose en plaques aussi et autres, c'est beaucoup la même. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'accent au départ sur le recrutement des patients accompagnateurs. Ensuite, on adapte le processus de soins avec les cliniciens et les patients accompagnateurs pour s'assurer qu'effectivement, ça va être adapté, qu'il va y avoir de l'espace pour travailler et pour collaborer. Ensuite, tout au long du processus, on réfléchit à comment on intègre le patient accompagnateur. On s'assure effectivement de consentement, du refus. Ce n'est pas quelque chose qui est poussé, c'est quelque chose qui doit être naturel. Puis ensuite, bien entendu, il y a tout le processus de conduite du projet pilote, etc. Donc, c'est extrêmement encadré, extrêmement bien encadré. Et on protège énormément le contexte de collaboration et de travail. CVARMU a commencé il y a plusieurs années. Aujourd'hui, c'est devenu un projet qui est un dispositif qui est totalement intégré à la routine de l'équipe avec un succès très important à différents niveaux. Donc, Parole Onco, exactement le même principe dans le cadre des traitements chirurgicaux. Il y a eu un autre projet qui s'appelle Audace, qui a été fait également d'implication de patients accompagnateurs dans le cadre de la reconstruction faciale suite à des chirurgies invasives qui ont malheureusement défiguré des patients. Et donc, dans le cadre de la reconstruction faciale, qui est un moment extrêmement délicat dans la vie d'un patient, donc, on a intégré des patients qui avaient déjà vécu ces questions-là, ces greffes-là, avec tout ce que ça veut dire pour accompagner d'autres patients à le faire. Et ce projet est rentré dans les patients accompagnateurs sont impliqués dans des événements, dans des étapes extrêmement sensibles du processus. Puis pour finir, il y a énormément d'expériences qui ont été faites aussi d'intégration des patients dans les processus d'amélioration de la qualité, d'amélioration continue de la qualité à différents éléments. Je vous citerai le plus récent. Vous avez ici un peu les différents exemples, mais un des plus récents dans le cadre de la crise Covid. On a des patients accompagnateurs et des familles ont beaucoup été impliqués dans l'implantation agressive des outils de télémédecine qu'on a déployés en 3 mois au Québec, ce qu'on pensait déployer en 10 ans. Mais en même temps, on savait qu'il y avait un impact sur la qualité de la relation de soins, sur les modalités de la relation de soins. Donc, des patients accompagnateurs et des familles ont été impliqués pour s'assurer qu'on puisse minimalement réfléchir en accéléré sur ces questions-là. On a beaucoup aussi travaillé sur l'intégration des familles et de la communication entre la famille, les patients et les soignants dans le cadre de la crise Covid. Alors bref, énormément d'aujourd'hui au Québec, il est très difficile de réfléchir qualité sans patients, sans intégration des patients. Et surtout, on a compris une chose qui a été dit précédemment, c'est que si on veut réfléchir dans une logique de trajectoire, et tous ces projets-là réfléchissent dans une logique d'amélioration d'une trajectoire de vie, ça ne peut se faire sans patients. Si une équipe de soins aujourd'hui vous dit qu'elle veut améliorer une trajectoire de vie ou même de soins, si on réduit le contexte en amenant le fait qu'elle ne le fait sans patients, elle ne fait que, c'est quasiment
clair et évident qu'elle est en angle mort sur un certain nombre de sujets, notamment les transitions, et que donc la démonstration aujourd'hui est faite qu'en amélioration continue de la qualité, la perspective patient est essentielle pour garder une vue systémique et une vue intégrée des processus qu'on veut améliorer. Merci. J'arrive plus. Éventuellement, merci beaucoup de cette présentation qui était effectivement très très complète. Et je propose éventuellement de mettre le lien sur l'un des articles de Marie-Pascale qui décrit très précisément en fait l'ensemble du processus. Je le mettrai dans le chat pour compléter l'intervention. Je vais passer la parole à Catherine Delorme, qui est donc directrice des établissements Trait d'Union dans le département des Hauts-de-Seine de l'association Opélia et qui est vice-présidente de la Fédération Addiction et qui va nous parler de cette question des pairs et des spécificités en fait des relations de pairs et de l'accompagnement par les pairs dans le champ de l'addiction. Catherine ? Merci, je pense qu'on m'entend là, voilà. Ah, tu es là. Oui, je suis là. Merci. Déjà, vous remercier de l'invitation, de la proposition à m'associer à cette séquence qui est aussi intéressante. Alors, à double titre, parce qu'elle est intéressante, puis aussi parce que je suis l'une des bourguignonnes de l'étape. Donc, c'est un double plaisir que de me joindre à vous. Alors, effectivement, pour introduire la particularité des relations de pairs et de l'accompagnement par les pairs dans le champ de l'addiction, je vais m'inscrire dans la tradition des intervenants qui m'ont précédé. C'est parce que je trouve utile de se replonger dans l'histoire et avant tout dans celle des représentations sociales pour poser le contexte. Donc l'addiction qui ne portait pas encore ce nom, puisqu'on parlait d'alcoolisme et de toxicomanie, a été pendant longtemps frappée du sceau de la faute morale ou du péché. Enfin, j'aimerais d'ailleurs pouvoir affirmer que ce temps est totalement révolu, mais bon, il semblerait que non. Et donc, les personnes qui s'y adonnaient, pour reprendre le terme consacré, devaient alors chercher la rédemption, et si possible en faisant acte de pénitence. Et ce champ de représentation collective de valeurs et de croyances morales et religieuses a conduit à la création du mouvement d'entraide collective à l'origine de la notion de pair, animé par des alcooliques dès le 19e siècle. Ce mouvement s'est structuré en 1935. Effectivement, je crois que c'est Ève qui a fait référence, ou Anne-Laure qui a rappelé, c'est Anne-Laure qui a rappelé que ça remonte du coup au milieu des années 30. Le mouvement s'est structuré en 1935 en s'appelant les alcooliques anonymes, usuellement désignés par l'acronyme AA. Une trentaine d'années plus tard, se sont développés les usages de drogue. Vincent y a fait référence aussi, qui là étaient présentés non plus comme un vice, une faiblesse morale individuelle ou un péché, mais qui étaient revendiqués comme un phénomène contre-culturel. Le renversement consistant à ne pas considérer les drogues comme objet d'aliénation, comme objet d'asservissement, mais tout au contraire comme objet de libération, d'exploration de soi. Et là, je renvoie aux écrits de Castaneda là-dessus d'ailleurs. Une période dont l'emblème fut le pèlerinage à Katmandou. Une contre-culture s'est donc inscrite dans une époque qui se caractérise par de fortes valeurs d'émancipation, de solidarité, de pacifisme sur fond de guerre de décolonisation. Et beaucoup d'usagers se sont organisés à cette époque, d'abord en Californie, puis en Europe, pour militer et pour revendiquer le droit à consommer des drogues dites douces. À l'époque, logiquement, beaucoup d'entre eux ont subi les conséquences délétères de ces usages et ont inventé de nouvelles modalités d'entraide qui ont été incarnées par ce qu'on a appelé les free cliniques, qui sont des lieux, qui étaient des lieux alternatifs et communautaires. Ces mouvements-là proposaient aux personnes d'essayer d'aller mieux, mais avec un objectif différent de celui des AA, qui, eux, visaient l'abstinence comme condition au mieux-être. Les free cliniques ne visaient pas exclusivement le renoncement à tout produit, mais plutôt la construction de stratégies permettant de subir le moins de conséquences négatives tout en consommant.
La période qui a suivi, elle a aussi été évoquée par Vincent, au cours des années 80, fut celle de l'irruption de l'épidémie de sida, qui a vu naître la réduction des risques, qu'on appelle aujourd'hui la réduction des risques et des dommages. Et la réduction des risques, elle a été construite par les usagers de drogue, pour les usagers de drogue, et tout particulièrement par les injecteurs, qui étaient l'une des populations parmi les plus impactées par le VIH. Juste un point de définition, de repérage pour tous, la réduction des risques, ça désigne, c'est aujourd'hui une politique, mais qui désigne aussi un ensemble de pratiques qui visent à réduire les effets néfastes d'une consommation ou de modes de consommation sans la supprimer. Je vais prendre un exemple éclairant à cette époque. Utiliser un kit stérile d'injection à usage unique pour éviter qu'aux risques liés au produit lui-même ne se surajoutent ceux qui sont liés à son mode d'administration, comme par exemple la transmission d'infections. Les usagers de drogue ont joué un rôle déterminant dans le ralentissement de l'épidémie, jusqu'à quand même faire chuter le taux de contamination à 2% au sein de cette communauté. Ils ont donc là démontré le potentiel effectif de mobilisation des usagers de drogue pour les usagers de drogue. Et ce sont donc bien ces pairs qui ont imposé des évolutions qui sont avérées salutaires en matière de politique de santé publique, qui ont démontré le rôle négatif d'une loi qui pénalise, qui stigmatise et exclut au passage. La reconnaissance de la réduction des risques a par la suite été intégrée en France pour la première fois dans la loi de santé publique du 9 août 2004. Et donc, la particularité de l'intervention des pairs dans le champ des addictions, elle est double. Alors, tout d'abord, évidemment, les pairs sont pluriels. Ils sont inscrits dans des mouvements libertaires revendiquant le droit à se droguer. Ils sont membres de communautés alternatives d'entraide ou de mouvements que l'on nommera néphalistes, les mouvements d'anciens, anciens buveurs, anciens drogués, anciens joueurs, qui se déclarent malades et qui visent l'abstinence. L'autre particularité, c'est que l'implication des usagers dans l'accompagnement, elle n'a pas attendu la loi de rénovation du secteur social et médico-social pour exister, ni celle qui a institué le droit des patients. Elle s'est imposée tout au long de l'histoire, on l'a déjà rappelé, obtenant des avancées en termes de réduction des risques, comme on l'a vu, mais aussi en matière de thérapeutique médicamenteuse. De la méthadone, qui est l'un des traitements de substitution aux opiacés comme l'héroïne, par exemple, au début des années 1990, au baclofène au début des années 2010, qui est donc un traitement des troubles liés à l'usage d'alcool permettant une consommation contrôlée, qui a été clairement revendiqué, le baclofène, par les usagers eux-mêmes. Et ce sont eux qui ont influé sur les postures des soignants. L'étude du champ sémantique est d'ailleurs très intéressante, très édifiante. Par exemple, lorsque le baclofène a commencé à être diffusé, donc ce traitement qui permet d'envisager une consommation maîtrisée d'alcool, le choix de cette prescription plutôt que celui d'un sevrage était qualifié par les médecins de réponse à une demande dite compassionnelle. Et donc, face aux échecs thérapeutiques, face aux rechutes ou aux multiples incarcérations, s'est posée la nécessité de comprendre les usagers plutôt que de les stigmatiser ou de vouloir appliquer des réflexes correcteurs issus d'une norme, du soin et de la guérison. Et c'est ainsi que, toujours dans le champ sémantique, sont apparus des termes tels que questionner l'intentionnalité de soin, c'est-à-dire ce que veut vraiment l'usager, rechercher l'alliance thérapeutique, cette idée d'être plutôt avec que d'imposer, et de rechercher l'adhésion de l'usager à son mieux-être. Et plutôt que de prescrire le bon comportement plutôt qu'un mieux-être, il est apparu plus efficace et sans doute plus efficient d'accueillir la véritable demande et l'expérience de l'usager dont a parlé Ève, celle qui mène justement à une collaboration et celle qui a l'avantage aussi de participer à abolir la frontière entre le « eux » et le « nous ». C'est ça, je trouve aussi l'intérêt de cette approche expérientielle. Donc, responsabiliser plutôt que désigner et contraindre, ça a été l'un des grands enseignements de cette évolution. Alors effectivement, aujourd'hui, où en sommes-nous? Quelles sont nos perspectives? Quels sont nos objectifs?
J'ai repris une revue de littérature qui a été conduite par Marshall, qui a été publiée en 2015 dans le Dry Alcohol Depend, qui concerne le rôle des usagers de drogue injecteurs dans les initiatives de réduction des risques. Ils ont identifié 36 différents rôles joués par les pairs en la matière, qu'ils ont regroupés en 5 catégories que je vais reprendre rapidement. La première, c'est l'éducation à la réduction des risques. Et là, par exemple, alors je n'ai pas le temps de l'évoquer, mais là, par exemple, on peut tout à fait voir de quelle manière les usagers injecteurs participent à prévenir, retarder, voire empêcher les primo-injections d'autres usagers de drogue. Le deuxième point, c'est la participation à des services de réduction des risques et de santé publique. Le troisième rôle, c'est un rôle de soutien, de counseling, d'accompagnement, d'orientation. Le quatrième rôle, c'est l'assistance à des projets de recherche. Le dernier rôle, c'est la participation à des instances consultatives, que ce soit représentation, avis, lobbying, etc. Alors, nous en sommes justement à prôner une approche intégrative du soin, maintenant que nous avons compris que l'alliance thérapeutique n'est pas seulement, et c'est important, un facilitateur de soins, mais qu'elle est aussi constitutive de ce soin. Nous en sommes à vouloir instituer nos savoirs institués et expérientiels. Nous en sommes, à vouloir associer nos savoirs institués et expérientiels, théoriques et profanes, pour élargir nos compétences collectives et le champ du possible en matière d'accompagnement et de rétablissement. Nous l'envisageons comme l'élargissement de la pluridisciplinarité d'intervention. Cette pluridisciplinarité, ça c'est important et ça répond notamment, je pense, j'en profite Cécile pour répondre à quelques questions aussi dans le chat, notamment la question de Magali Codelfi sur l'accueil des pairs aidants dans les équipes. Nous en sommes vraiment à envisager l'élargissement de la pluridisciplinarité d'intervention, ce qui sous-entend comme l'intégration d'une compétence supplémentaire et d'équivalence importante dans le panel thérapeutique. Pas simplement comme une simple traduction de bonnes recommandations qui sont pensées à un endroit par certains, généralement les sachants, pour être portées et diffusées à un autre, mais bien comme constitutives de bonnes pratiques. Et là, je conclus vraiment sur le fait, pour finir de se convaincre, qu'il faut se rappeler que moins de 20% des addicts sur la voie du rétablissement, quelle qu'en soit la forme de ce rétablissement, ont recours à des professionnels spécialisés. Ce qui en fait en effet une particularité dans le champ de la santé mentale et de la santé en général, où le recours à l'intervention professionnelle et scientifique s'appuyant sur un plateau technique est courante. Ce qui donne également à comprendre que 80% se soignent en dehors des professionnels, à partir de leurs propres ressources internes et externes. Et donc, la reconnaissance de ce potentiel dont nous mesurons le précieux apport dans le champ des addictions est pour nous une condition essentielle au rétablissement. Voilà, merci. Excusez-moi d'avoir été un peu longue. Non, pas du tout. Merci. Tu es parfaitement dans les temps. C'est plus moi qui ai pris trop de temps pendant la première série de questions. Je te remercie beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Alexandre Berkes qui a la difficile tâche de faire une courte conclusion avec en plus une mise en perspective des propos de toutes ces interventions. Et je vous remercie vraiment très sincèrement d'avoir accepté d'être tous là aujourd'hui, parce que je sais que vous êtes beaucoup sollicités et voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Alexandre, si je te laisse la parole, si tu veux bien conclure. Parfait. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler à partir de mon expérience. Moi, je ne t'ai pas présenté. Je suis vraiment désolée. Donc, Alexandre est professeur associé à l'EHESP. Il est chargé de mission partenariat usagers professionnels au CAPS de Bretagne et conseiller stratégique au CEPP de Montréal. Toutes mes excuses. C'est bien correct. Donc justement, je vais partir un petit peu de ces expériences à la fois au Québec. Donc j'ai passé une douzaine d'années, dont 10 ans avec Vincent que vous avez vu juste avant et Marie-Pascale. Et ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis de retour en France. Donc c'est un peu aussi l'objectif, c'est de croiser un petit peu ces différentes expériences et perspectives et à travers ce que j'ai pu voir des interventions de chacun, voir ce qui ressort et le point de vue de vigilance, les points de vigilance qu'on peut retenir de ça. Et je suis arrivé qu'une demi-heure après le début, donc il manquera l'intervention de Vincent et de Ève, je vais quand même essayer de rattraper.
Donc, la première chose qui m'a marqué, c'est à quel point on voit que ce mouvement social, cette ouverture à d'autres types d'expériences et de savoir, il est permis parce qu'il y a une forme de déconstruction de certaines autorités, de certains pouvoirs considérés comme davantage légitimes et qui sont traditionnels et qui ont eu des difficultés face à l'expérience et qui ont montré certaines lacunes. Et de ce fait-là, on a pu voir émerger des alternatives, d'autres façons de faire sens de ce qui arrivait. Et surtout, on a eu besoin de mobiliser d'autres types de savoirs qu'on a vu être efficaces au quotidien et qu'on voyait bien que par rapport à ce qu'on nous disait en tant que patient, il y a des choses qui faisaient sens pour nous et qui ne le faisaient pas nécessairement pour le professionnel. Et au bout d'un moment, quand on applique des stratégies ou des décisions qui viennent de certaines personnes qu'on pense être crédibles et légitimes et qui en fait elles ne fonctionnent pas nécessairement pour nous et qu'on en trouve d'autres qui fonctionnent, si c'est notre survie qui est en jeu ou notre qualité de vie, on va avoir tendance justement à s'écouter, à les tester, à les expérimenter progressivement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce mouvement-là, où on a laissé la place, ou en tout cas le contexte collectif a permis d'utiliser, d'asseoir, de commencer à objectiver, de commencer à partager ce type de savoir issu de l'expérience, et on s'est retrouvé dans la possibilité de reconnaître de nouvelles figures, de nouveaux types d'acteurs du soin, ou plus largement de la santé. Et de ce fait-là, on se retrouve quand même dans un milieu assez incertain, assez ambigu. On ne sait plus comment qualifier, comment caractériser ces différents savoirs qui sont en présence. Et de ce fait-là, quand on est dans l'ambiguïté, quand on est dans l'incertitude, on a tendance à vouloir remettre des cases, à vouloir recontrôler la situation. Et de ce fait-là, on a tous ces différents types de mots qui émergent, ces différentes dénominations de ces nouveaux acteurs comme les patients ressources, les patients experts qu'on a vus, et qu'Anne-Laure nous a très bien présenté. Et que de ce fait-là, vous pouvez aller voir par exemple les travaux d'Olivia Gross ou d'Eve Gardien justement sur ce sujet-là pour essayer de naviguer de manière plus claire et structurée à travers ce type de savoir. Donc, c'est quoi les savoirs issus de l'expérience? Est-ce que les professionnels eux aussi n'ont pas des savoirs issus de l'expérience? Donc, c'est quoi la particularité des savoirs expérientiels qu'on nomme des patients et qu'ils mobilisent dans certains accompagnements? Donc, première chose. Deuxième, c'est de voir par rapport au Québec et la France, c'est la dimension en France profondément politique de ce mouvement-là, le fait que ce soit explicité et objectifié. Dans le cadre du Québec, c'est quand même un mouvement pleinement politique, il y a une éthique fondamentale derrière, mais en France, on parle de démocratie en santé, on est beaucoup plus à l'aise avec le fait d'affirmer que c'est une dimension politique, et de ce fait-là, on va se retrouver dans cette interrogation sociale plus large de dire, comme dans la politique où on dit, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on questionne le fait qu'on a mis tous les pouvoirs politiques dans les mains des élus, dans certaines institutions, et on commence à se rendre compte que ça ne fait pas forcément notre affaire et qu'on commence à questionner ça. Est-ce que c'est normal que ça soit réparti de cette manière-là? Est-ce que c'est sain qu'on ait délégué autant à un nombre de personnes circonscrites ce pouvoir politique? Et donc, on commence aujourd'hui à le questionner, à leur discuter, à exercer notre force aussi et notre pouvoir d'agir pour récupérer une partie de ces rôles-là. Et c'est la même chose qui se passe dans la santé. On est dans la même interrogation, dans le même questionnement sur est-ce qu'il n'y a que ces acteurs-là reconnus institutionnellement qui sont des acteurs de santé? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui au quotidien seraient légitimes, qui agissent déjà et qu'on peut reconnaître pour faciliter la coopération avec le système de santé formel? Les points de vigilance que j'en ai retenu 4 et je vais les dire rapidement là-dessus pour conclure. Premièrement, c'est une question de posture. Catherine l'a bien montré. Ça demande une perspective, une posture beaucoup plus compréhensive. On est obligé de sortir du jugement moral qui verrait justement de manière assez simpliste, qui lirait les comportements des individus de manière assez simpliste, comme des individus ne comprenant pas adéquatement ce qu'il faudrait bien faire, parce qu'on aurait, nous, une compréhension adéquate de ce qu'il y a à faire et que la personne donc est en écart avec ce qu'on pense être la bonne chose de faire. Et on va donc essayer de mettre tout ce qu'on peut, on va mobiliser toutes les forces et l'autorité qu'on a pour ramener la personne plus proche de ce qu'on pense être la bonne chose à faire. Et donc, comment on peut voir que pour que le partenariat se déploie, il faut déjà un changement de posture, être dans cette logique compréhensive de considérer que chaque personne au quotidien essaye de prendre soin d'elle-même de la meilleure manière qu'elle peut. Et qu'on part de ce postulat et que donc on essaye de se dire comment ça se fait que ça se manifeste de cette manière-là. Et donc, de ne pas prendre pour acquis que c'est juste un enjeu de compréhension d'une personne pas assez éduquée ou qui comprend mal son intérêt. La dimension aussi des représentations sociales. Un autre point de vigilance que nous a amené Catherine, c'est de dire avec quelle histoire de la pensée, avec quelle histoire des pratiques institutionnelles on entre dans ces espaces de co-construction. Si on fait juste créer de nouveaux espaces de co-construction, mais qu'on rentre avec exactement les mêmes représentations qui sont aujourd'hui celles qui performent nos pratiques actuelles, on va reproduire ce même monde-là. Donc, comment on se prépare à rentrer dans
dans ces espaces de co-construction de manière à ne pas reproduire le même en permanence. Comment on fait en sorte aussi de se rendre compte qu'il y a des réflexes qu'on doit avoir. Ce n'est pas parce que je travaille avec un représentant des usagers que j'ai nécessairement quelqu'un qui a une expérience de vie avec la maladie. Ce n'est pas nécessairement sur ce… En tout cas, on peut être représentant des usagers si on a de l'expérience de vie avec la maladie, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Donc, comment on fait attention de ne pas se dire « Tiens, dans mon projet, je suis en partenariat patient parce que j'ai des représentants d'usagers. Qu'est-ce que je dois rajouter comme point de vigilance, justement, à ce moment-là, pour savoir quel type de savoir, quel type de compétences je suis en train de mobiliser dans tel projet ?» Se rendre compte aussi, ça c'est le travail aussi notamment d'Ève Gardien et puis d'Olivia Gross, à quel point il y a une dimension active sur le travail sur les savoirs. À quel point ce n'est pas parce que j'ai 20 ans d'expérience de la vie avec la maladie que je suis capable de mobiliser pour aider autrui ces savoirs et compétences que j'ai développés moi-même dans ma propre expérience. Et enfin, les facteurs clés de succès que je voulais vous mentionner, que j'ai pu voir apparaître, il y en a 4, 5. Premièrement, c'est être vigilant à l'asymétrie d'exigence. Se rendre compte que dans beaucoup de cas de projets d'engagement des usagers ou dans des contextes d'engagement des usagers au sens large, on se retrouve à demander souvent beaucoup plus, à être beaucoup plus exigeant, on évalue, on mesure, on demande des formations obligatoires et préparatoires. Il y a aussi beaucoup de choses administratives à faire à côté pour que ça soit légitime. Et donc, comment on fait attention à ne pas alourdir et être beaucoup plus exigeant envers les usagers en général que les professionnels dans ce genre de contexte, que ça ne soit pas une barrière déjà en plus. Comment on est vigilant aux inégalités épistémiques? Comment on fait attention à ce que des choses aussi simples que mettre des titres, docteur, professeur, etc., peut déjà introduire une forme de hiérarchisation et de catégorisation et de subordination des savoirs les uns avec les autres qui, même si toutes les personnes dans la salle sont bienveillantes et veulent bien faire, construire avec les autres, reconnaissent le patient, que toutes ces petites choses accumulées au quotidien et qu'on voit dans ces espaces peuvent limiter et ne pas faciliter la contribution équivalente de chacun. Et ensuite, le dernier élément, c'est ce qui vient des projets, la manière dont Marie-Pascale fait ses projets. C'est cette logique d'expérimentation pas à pas avec une logique de recherche ou en tout cas des espaces réflexifs qui nous permettent d'avoir un garde-fou, de comprendre que ce n'est pas parce qu'on est bien intentionné, ce n'est pas parce qu'on comprend bien le partenariat et tous ces concepts qu'on a abordés ensemble qu'il ne peut pas y avoir des effets de groupe, qu'il ne peut pas y avoir des effets systémiques et qui vont nuire et qui vont peut-être nous amener dans des directions à avoir des résultats qui n'étaient pas du tout ceux qu'on souhaitait. Donc, comment se mettre dans une démarche, que ce soit de recherche, formelle ou pas, ou en tout cas dans une démarche d'amélioration continue, on crée ces espaces réflexifs-là. Et le dernier que j'ai oublié, l'approche par compétence. Je voulais finir parce que j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. Comment un des éléments qui peut nous permettre de ne pas tomber dans le piège de la culture du diplôme, qui nous dit telle personne elle a un diplôme, donc nécessairement elle est compétente pour faire cette mission-là, c'est justement, par exemple en Amérique du Nord, ce qu'on appelle l'approche par compétence, c'est de considérer davantage que la meilleure manière peut-être, et c'est une hypothèse en tout cas qui est expérimentée à certains endroits, le meilleur moyen de savoir si une personne est la bonne pour faire ce type de mission, c'est d'observer la manifestation des compétences qu'on recherche pour réaliser cette mission-là. Et pas se dire, la personne, si elle a ce diplôme-là, c'est qu'elle a nécessairement, automatiquement, les compétences que je recherche pour faire ça. Et donc, comment on fait des mises en situation? Comment, si c'est pour animer un atelier d'éthique clinique avec des étudiants en médecine, comment cette personne-là, elle peut venir avec un pair, le regarder faire et à un moment peut-être prendre le relais, essayer elle-même d'animer et que ce patient coach, cette personne qui soit là en shadowing, qui peut être en observateur, regarde comment se manifestent ces compétences-là et lui donne de la rétroaction et de la formation continue pour qu'elle s'ajuste dans cette manière d'interagir avec les étudiants en médecine, dans cet exemple-là. Donc, je vous remercie. C'était rapide, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai essayé de vous donner quelques points de vigilance que j'ai pu voir émerger des présentations de chacun. Merci beaucoup Alexandre, parce que l'exercice n'est pas facile. Donc on a déjà, et ça je m'en doutais un petit peu, on a déjà dépassé de quelques minutes le temps qui nous était imparti. Est-ce que certaines personnes auraient des questions supplémentaires à nous poser avant que je vous donne quelques éléments pour terminer cette séance? Pas de questions complémentaires? Alors, simplement pour vous dire que si vous souhaitez aller plus loin sur cette question, on a bon espoir de pouvoir conduire un module complet en présentiel à la prochaine université d'été en santé publique qui se déroulera du 27 juin au 2 juillet en 2021.
à Besançon, et que si vous souhaitez avoir des renseignements, vous pouvez contacter Lara Destrin qui vous a envoyé le lien de connexion à cette journée. Vous dire également, dans un temps plus proche, que si vous souhaitez aussi poursuivre les réflexions sur cette question, Alexandre anime une journée d'études avec le CAPS de Bretagne prochainement en décembre. Alors, tu m'excuses, j'ai oublié le jour exact. Je me souviens que c'est en décembre, mais j'ai oublié la date. En tout cas, vous pouvez aller. Pardon ? Le lundi 14 décembre. Ok, merci. Et puis, vous dire également qu'il y aura une prochaine webconférence qui se déroulera le 14 décembre, mais c'est l'après-midi. Donc, celle du CAPS de Bretagne, c'est le matin. Donc, vous pourrez faire une journée complète. Sur les inégalités en période de Covid-2019, pourquoi les politiques de santé doivent-elles être adaptées au handicap ? Voilà, Lara, tu me dis si j'ai oublié d'autres éléments importants à signaler. Vous redire que si vous souhaitez revoir la totalité de cette séance, vous pouvez aller sur le site de l'Université d'été puisque la séance a été enregistrée. Il me semble que j'ai dû faire le tour. En tout cas, je remercie à nouveau tous les intervenants pour leur excellente prestation. Je remercie les participants pour leur présence. Et que voilà, on reste tous à votre disposition pour continuer les échanges par mail ou autres réseaux si vous souhaitez avoir plus d'informations, plus d'échanges.